Vers 8h33 dans le 6-9 ce matin, on accueille sur ce plateau Sébastien Chenu, député du Nord, vice-président de l'Assemblée du Rassemblement National. Merci d'être avec nous ce matin, Sébastien Chenu. Vous avez entendu Sophie Binet et Jean-Luc Mélenchon également. Je le rappelle, dans un meeting hier à Angers, le leader de la France Insoumise qui s'est attaqué aux ultra-riches, il a déclaré, je le cite, il est immoral d'être milliardaire. La secrétaire générale de la CGT, chez nos confrères de TF1 il y a quelques secondes, a fustigé l'attitude de Donald Trump avec les milliardaires, l'attitude aussi de Bernard Arnault d'être allé à l'investiture de Donald Trump à Washington. Elle n'a pas infirmé une éventuelle alliance entre le RN et les ultra-riches. Et qu'est-ce que vous nous dites, vous, ce matin? Il y a une alliance ou pas entre vous et les plus riches de notre pays? Non, mais d'abord, moi, je ne mets pas de morale là où il n'y a pas besoin d'en mettre. Les leçons de morale de la gauche, surtout devenant M. Mélenchon, qui est quand même une sorte de bourgeois assis dans le système depuis toujours, je pense qu'il devrait se les garder. Moi, je suis pour qu'il y ait plus de gens riches dans notre pays par le travail, pas par la rente, par le travail. Donc nous, toutes nos dispositions, tout ce qu'on soutient, ce sont des dispositifs qui permettent aux Français de pouvoir monter leur niveau de vie grâce. Vous les soutenez toujours, même s'ils veulent délocaliser pour certains? Ah non, mais moi je ne soutiens pas les délocalisations. Je vous dis que nous, nos dispositions, elles visent à une chose, c'est que les Français vivent mieux de leur travail et puissent s'enrichir ou vivre mieux grâce à leur travail. Pas la rente, pas la délocalisation, ça ce sont les entreprises. Effectivement, nous avons des propositions qui visent à, aller chercher l'argent de la rente. Le niveau de fiscalité est-il au bon niveau aujourd'hui en France? Vous avez raison, c'est une vraie question. Moi je pense qu'on prélève... Pour les entreprises, pardon. Il est évidemment... Alors après, il y a des entreprises vertueuses, pas vertueuses, on peut adapter. Mais grosso modo, je pense qu'en France, on prélève beaucoup, on redistribue mal et on ouvre des guichets. Et ça fait pas une politique économique. Et le fait de prélever beaucoup, de mal redistribuer, d'ouvrir des guichets, les chèques, vous avez démontré ça, vous avez montré aussi un exemple, par exemple, avec Engie, c'est très coûteux pour les finances publiques. Donc je pense qu'effectivement, il faut donner de l'oxygène, notamment aux PME, TPE, ce sont elles qui créent de l'emploi. Il faut aller chercher l'argent de la rente à travers une fiscalité adaptée, nous le faisons. Il faut demander des efforts aux grands groupes lorsqu'ils font des surprofits, nous le demandons, mais pour le reste... Juste une question, Monsieur Arnault, LVMH, c'est le premier contribuable de France. Est-ce qu'il faut l'encourager à rester en France? Bien sûr, enfin, il y a 116, je crois. Non, mais sans cesse les désigner, vous voyez, comme... Mais non, mais moi, je ne désigne pas de bouc émissaire. Il y a 116, je crois, sites de production LVMH dans notre pays. Oui. Derrière ça, c'est des ouvriers, des employés, des agents de maîtrise, des ingénieurs, des chercheurs. Évidemment, il faut qu'ils restent ici. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette idée? Ce sont des travailleurs français. Il faut les aider à conserver leur boulot. J'aimerais vous montrer une image ce matin, une image virale d'ailleurs, actuellement sur les réseaux sociaux, qui a été postée par un compte officiel de la France Insoumise, puis retirée derrière. On y voit votre leader, Marine Le Pen, aux côtés d'Olivier Faure, visage entremêlé. En arrière-plan, on voit le président de la République, Emmanuel Macron, et puis cette légende, les nouvelles alliances. Elle vous a gêné, cette affiche ? Non, d'abord, je pense que M. Faure devrait... Ça ne vous dérange pas d'être... Non, mais M. Faure, il devrait être content. Avec le PS. C'est bien d'être à côté de la leader française la plus populaire. Marine Le Pen, c'est la leader politique française la plus populaire. Pour M. Faure, je pense que c'est valorisant. Et c'est bien pour Marine Le Pen d'être aux côtés d'Olivier Faure sur cette affiche ? Ça compte pas, enfin, Olivier Faure... Oui, mais est-ce que ça participe pas à une forme de confusion ? Non, je vais terminer mon propos. La réalité, c'est que tout ça, c'est de l'hypocrisie. Monsieur Mélenchon et Monsieur Faure se retrouveront, et probablement plus vite que prévu, aux élections municipales pour sauver des villes ensemble, pour sauver des élus ensemble. Ils ont besoin l'un de l'autre. C'est pas ce qui est en train de se dessiner. On voit bien qu'on a une explosion du nouveau Front populaire, mais ça ne fonctionne que s'il y a une dissolution. S'il n'y a pas de dissolution, il n'y aura pas ces questions-là sur la table immédiatement. Ils se reformeront. Ils n'en ont rien à faire des programmes. Ils n'en ont rien à faire des idées. Ils nous l'ont démontré. Quel rapport y a-t-il entre des socialistes, d'honnêtes sociodémocrates, des gens comme Bernard Cazeneuve, François Hollande, etc., et puis l'extrême gauche la plus vulgaire et la plus brillante comme Louis Boyard ou Madame Obono. En fait, en réalité, ils partagent rien. Ils ont su s'associer. Ils ont même été soutenus par Monsieur Attal. Ils se retrouveront. Oui, mais c'est du cinéma. Mais Sébastien Chenu, pourquoi vous avez fait comme le PS finalement, ne pas avoir voté la censure? Mais on n'a pas fait. Vous vous êtes retrouvés là. Non, on n'a pas fait comme le PS. Alors après, se pose la question du budget. Et je veux bien qu'on y vienne. La question qu'on s'est posée. D'abord, on ne pouvait pas faire tomber le PS ne votant pas. De toute façon, le budget contre lequel nous nous sommes positionnés, on est contre ce budget, mauvais budget, on peut en reparler. Le PS ne votant pas, de toute façon, ça
ne tombait pas. Mais vous auriez pu choisir symboliquement de voter la censure contre ce budget, même si ça n'entraînait pas. On l'a voté, on a fait tomber le gouvernement Barnier. Ça nous fait pas peur, le moins qu'on puisse dire. La question qu'on s'est posée, en écoutant les Français, en entendant ce qu'ils nous disent, en revenant aussi de toutes nos séances de vœux au mois de janvier, où les maires demandaient beaucoup de stabilité. On vous a reproché pendant les séances de vœux d'avoir voté la censure au mois de décembre ? Pas du tout. Les gens ont compris cette séquence. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que si ce gouvernement tombe demain, le gouvernement de François Bayrou, par qui sera-t-il remplacé ? Par un Bayrou bis, par un Barnier bis, par quelqu'un du bloc central, qui produira, parce que c'est la même logique et les mêmes politiques, le même type de budget. Donc en réalité, remplacer ce gouvernement par un de ses jumeaux et perdre 3 mois de nouveau, c'est en fait gagner en incertitude. Mais c'est intéressant, ça veut dire faire sauter le gouvernement quand on peut dissoudre. Vous croyez plus du tout à une présidentielle anticipée ? Ah, mais ça c'est... Alors la présidentielle, c'est encore autre chose. Je vous dis simplement que, en fait, pour changer le cours des choses, le budget, il faut faire sauter un gouvernement quand on peut dissoudre. Oui, on est loin de la possibilité. On est loin de la possibilité de la dissolution. Donc en fait, on n'aurait pas changé le cours des choses. On aurait tout simplement, il y aurait eu 3 mois d'incertitude supplémentaire, notamment pour les agriculteurs ou le milieu économique. Donc si j'entends bien, ça veut dire que vous ne censurez pas jusqu'au mois de juin et après tout est ouvert. Mais on est très libre, nous. On a montré qu'on était capable de censurer, on a montré qu'on était capable de ne pas censurer, et à chaque fois on se pose la question qui vaut, est-ce que ça apporte quelque chose de mieux dans la situation française ? On vous sent très confiant, Sébastien Chenu, avec l'idée de cette législative éventuelle au mois de juin. Vous pensez avoir la majorité si jamais il y avait de nouvelles élections législatives au mois de juin prochain ? Oui, la réponse est oui. Alors que vous ne l'avez pas eu là. Oui, nous pensons que les Français ont compris la nécessité d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour des choix clairs et de ne plus se faire piéger par les désistements Attal, LR pour l'extrême gauche et inversement. Et pourtant, si on regarde les résultats des législatives partielles, si on regarde les résultats de la municipale partielle, alors ça ne fait pas un sondage, ça ne fait pas une projection, mais ça donne une petite photographie. Là, on a l'impression qu'il y a une forme de réveil des LR. Est-ce que ça vous inquiète, ça ? Non, pas vraiment. J'appellerais pas ça un réveil des LR, dans aucun cas de figure d'ailleurs. La réalité, c'est qu'une partielle avec très peu de participation dans des endroits qui sont très particuliers, à Boulogne-Billancourt, où nous sommes aujourd'hui, ne ressemble pas vraiment à la France. En tout cas, moi qui suis élu de Denain, je pense pas pouvoir faire une extrapolation d'un résultat électoral à Boulogne-Billancourt, où il y a une élection en ce moment, ou même à Villeneuve-Saint-Georges, en banlieue parisienne, où la France Insoumise d'ailleurs était haute, parce que tout le monde se réjouit, on est très content que le Boyard ait été battu, mais enfin, la France Insoumise était haute tout de même. Donc je pense qu'il faut garder une mesure. En revanche, la question de la présidentielle... Moins haute que LR. Oui, puisqu'ils ont été battus. En substance. Mais la présidentielle, en réalité, c'est le choix d'Emmanuel Macron à un moment de se dire est-ce que je suis encore capable de donner un cap à ce pays et d'aller au bout de grandes réformes pour mon pays. La réponse, vous l'entendez dans la bouche de ses soutiens. Vous l'entendez chez Bernard Arnault, chez Alain Minc, chez ces gens qui l'ont soutenu en premier. Emmanuel Macron n'est plus notre candidat. Nous ne misons plus sur lui. Emmanuel Macron, nous n'avons plus confiance en lui. Ce sont ses amis qui vont le dézinguer. François Clémenceau, Sébastien Chenu, vous avez vu et entendu tous les commentaires depuis hier, avant-hier, sur les décrets présidentiels du président Trump au sujet de l'immigration et notamment les résultats obtenus par son ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio, qui était en tournée en Amérique centrale. Est-ce que, selon vous, expulser les immigrés vers Guantanamo, délocaliser le système d'expulsion au Guatemala, ou même sous-traiter l'incarcération des délinquants les plus dangereux au Salvador, est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous pensez que c'est un bon exemple pour les Français, les Européens ? Non, ce qui est intéressant chez Donald Trump, c'est que lorsqu'il dit quelque chose, il l'applique. Il a promis ça aux Américains, il a été élu, il l'applique. Et je pense que ce volontarisme politique dit quelque chose là où chez nous, on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire, c'est la faute de l'Europe, c'est la faute du voisin, c'est la faute de pas de majorité, le système est bloqué. En réalité, il n'y a pas de volontarisme politique, bien souvent. Donc Donald Trump, il envoie un message, celui du volontarisme politique. Pour le reste, la politique qui est menée aux États-Unis n'est pas la politique que nous souhaitons mener en France. Les enjeux ne sont pas les mêmes, les cultures ne sont pas les mêmes, les attentes ne sont pas les mêmes, le rapport aux libertés n'est pas le même aux États-Unis, liberté individuelle, liberté économique,
n'est pas le même qu'en France. Le poids du religieux aux États-Unis n'est pas le même qu'en France. Donc, je veux dire, c'est pas comparable. Gardons-nous. En revanche, la volonté de lutter contre l'immigration et l'immigration clandestine en particulier, effectivement, est intéressante. Moi, je pense que Donald Trump se saisit du problème, met tous les moyens en œuvre. Encore une fois, ce n'est pas un modèle, ce n'est pas forcément ce que nous ferions, nous, ici, de cette façon-là. Nous avons d'autres propositions, mais il s'attaque à ce chantier, là où en France, personne s'est attaqué. Avec des gestes très dissuasifs. C'est-à-dire, si vous voulez venir chez nous, regardez ce qui va vous arriver. Oui, je pense que il s'attaque au problème de l'immigration avec la subtilité qu'on lui connaît. Donc voilà, nous on souhaite... Et qui nous fait défaut ? Ah bah oui, c'est moins qu'on puisse dire. Nous ici, quand vous voyez où on en est dans les chiffres sur l'immigration et où on en est dans nos politiques d'assimilation, oui, je pense qu'on n'a pas de leçon à donner. Ça fait 30 ans que nos gouvernants ont abandonné la partie. Monsieur Retailleau peut faire des moulinets. Il en fera, je crois, sur votre antenne, sur vos antennes ce soir, du moulinet du bras. La réalité, c'est que la situation en matière migratoire n'a jamais été aussi dégradée. Il n'y a pas des progrès avec Bruno Retailleau. Vous pourriez quand même lui reconnaître une forme de volontarisme qui, comme dit François, qui manquait quand même, non ? Dernier mot, Sébastien Chenu, allez-y. Oui, mais il est dans un système qui l'empêche, en tous les cas, même s'il en avait la volonté, d'aller jusqu'au bout. Il a choisi de se mettre sous la tutelle du PS, sous la tutelle de la Macronie, et on voit bien qu'il ne réglera pas le problème migratoire. Il prend quelques décrets, c'est-à-dire là où il a une marge de manœuvre très faible, mais il ne règle pas le problème de fond. Merci Sébastien Chenu d'être venu ce matin dans le 6-9 sur LCI.